Lundi 4 octobre 2018, bienvenue à cette édition. Ouagadougou est depuis ce 2 octobre sous les projecteurs de la deuxième édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Les échos dans quelques instants. Et puis des organisations de la société civile évaluent l'état de la mise en œuvre du code minier au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette session d'information. Ouagadougou abrite depuis le 2 octobre dernier la deuxième édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. À cet effet, il s'est tenu ce matin une rencontre ministérielle dont a pris part le chef du gouvernement burkinabé Paul Kabatiba. Les détails avec Yannick Kaboré et Odette Zangena. Le Premier ministre Paul Kabatiba a présidé ce matin l'ouverture de la rencontre ministérielle de la deuxième édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur, qui se veut un cadre d'échange sur les questions liées à l'institutionnalisation de cette conférence et sur l'examen des progrès réalisés par les pays dans le processus de mise en place des programmes nationaux. Le Burkina Faso a déjà pris la mesure de cet enjeu-là, en faisant en sorte que nous souhaitons faire en sorte que la part des énergies renouvelables, dont le biodigesteur, dans la production d'énergie au Burkina Faso, passe de 6,5% aujourd'hui, en 2015 à l'époque, l'objectif a été fixé à 30% pour 2020. Donc ça veut dire que nous avons mis la barre vraiment très haute et nous comptons vraiment sur cette conférence internationale, mais également sur la politique nationale que nous avons mise en œuvre pour en tout cas essayer d'atteindre dans cet objectif et changer la vie de nos compatriotes dans les villes et dans les campagnes par l'adoption donc de modes de vie sains à base donc de recyclage des produits naturels. La technologie du biodigesteur est une solution pour les pays de la sous-région pour relever les défis qui les sous-tendent, d'où tout l'enjeu de cette rencontre. Le statut de l'organe, nous allons aussi essayer de voir la convention, ce que ça contient, pour nous permettre de ratifier déjà, de paraffer, et après la suite, ça va être la ratification par nos États de ces textes-là fondateurs. Et puis après, nous allons au Burkina Faso essayer, parce que apparemment, ce que j'ai pu comprendre, nous allons abriter le siège de cet organe. Donc c'est à nous déjà dès le départ de vraiment travailler à ce que l'organe puisse fonctionner d'ici en tout cas les 2 ans. La tenue de cette conférence a été en partie grâce au soutien du gouvernement des Pays-Bas qui a par ailleurs réaffirmé son appui. En plus du Burkina Faso, ce sont 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de diverses organisations qui prennent part à cette deuxième édition qui s'est ouverte depuis ce 2 octobre sous le thème « Le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain ». Les sociétés minières au Burkina Faso ne respectent pas le nouveau code minier adopté par le Conseil national de la transition en 2015. C'est l'annonce faite par des organisations de la société civile ce matin au cours d'une conférence publique ici même à Ouagadougou. Le point avec Moïse Kinda. Dans son article 25 du Code minier, il est créé un fonds minier de développement local pour soutenir le financement communaux et régionaux de développement et qui sera alimenté par 1% des chiffres d'affaires des sociétés minières en phase de production et de détenteurs d'autorisation d'exploitation de substances de carrière et 20% des royalties de l'État. 3 ans après son adoption, sa mise en œuvre tourne au ralenti. C'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité dans la prise des décrets d'application concernant certaines dispositions, mais il y a également une grande influence des sociétés minières dans la mise en œuvre de ce code minier, notamment l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. C'est pourquoi nous disons que nous reprenons notre combat. Et ce Fonds minier de développement local, c'est une décision que nous avons prise au niveau de la société civile. Nous le voulons cette année 2018. Nous ne parlons pas de 2019. Et je répète devant vous que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Et vous avez quels moyens justement pour... Ça,
Vous êtes la presse, vous courez derrière les événements tous les jours, on vous invite à des événements tous les jours. Je pense qu'on va se retrouver sur le terrain. Et pour réussir sa lutte, la société civile lancera les jours à venir un vaste mouvement dénommé « Payer nos milliards du Fonds minier de développement local en 2018 pour le développement du Burkina Faso ». La mise en œuvre du code minier, il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas respectées. Les dispositions portant sur des questions environnementales, sur les droits humains, sur la promotion de la fourniture locale, sur l'emploi des nationaux dans les projets miniers. Donc, il y a dans certaines dispositions, ce sont des décrets qui n'ont pas été pris. Et si ces décrets-là ne sont pas pris, effectivement, les sociétés minières ne peuvent pas respecter certaines dispositions parce que ce n'est pas clarifié. Il y a d'autres aussi, c'est pris, comme le Fonds minier de développement local, mais son opérationnalisation pose toujours problème, comme j'ai dit, du fait que les sociétés minières ont aujourd'hui un certain comportement qui fait retarder son opérationnalisation. Donc, en résumé, sur les plans des questions environnementales, des droits humains, de la promotion de la fourniture locale, il y a de l'emploi des nationaux, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Un rapport sur l'état des lieux de la mise en œuvre du nouveau code minier au Burkina Faso a été élaboré par les organisations ORCAD, publié ce que vous payez, Oxfam, dont des copies seront transmises au président du Faso, au Premier ministre, à l'Assemblée nationale, à toutes les institutions de la République, aux ministères et structures ayant un rang de ministre, aux ambassades et missions diplomatiques, aux ONG nationales et internationales et à d'autres structures au Burkina Faso. Et puis, c'en est la période et nous en parlons une fois de plus dans nos éditions à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019. L'association Dorcas a fait un don de kits et de vivres à des personnes vulnérables du quartier Balkui, 6 dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Les images sont signées Jonas Tondé. Des kits scolaires pour 50 enfants et des vivres pour 50 autres personnes vulnérables, c'est la valeur du don que l'association Dorcas a offert à cette population de Balkui à l'occasion de sa journée de solidarité. Une association qui mène plusieurs activités pour le bien-être de la femme. L'association Dorcas a vu le jour suite à une activité phare que les femmes mènent et que nous avons nommée EPC, Épargner pour le changement, qui consiste à regrouper un certain nombre de femmes, 15 à 25 membres par groupe, épargner hebdomadairement chaque semaine un montant donné en fonction des capacités financières de chacune et pour en tout cas subvenir aux besoins, pour que les femmes puissent disposer des fonds, des moyens financiers pour entreprendre et subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Et cette activité est destinée exclusivement aux femmes. Et donc voilà pourquoi vous avez constaté qu'il y a beaucoup de femmes. Mais cette année également, nous avons pris en compte tout le monde, c'est-à-dire le genre. Nous contribuons à l'autonomisation financière des femmes, également à l'éducation des enfants. C'est notre objectif principal. Et pour arriver à atteindre notre objectif, nous menons nos activités chaque année et nous clôturons en septembre pour que les femmes puissent disposer des fonds pour pouvoir contribuer à l'éducation des enfants, contribuer à payer la scolarité, à payer les kits scolaires, à payer des vélos. Parrainée par le directeur Afrique de l'Ouest de United Mission, cette journée de solidarité a pour but de contribuer à l'épanouissement des personnes vulnérables. En tant qu'ONG internationale, donc, nous œuvrons donc sur la sécurité alimentaire et puis le soutien à l'éducation. C'est pourquoi nous avons accepté d'accompagner l'association pour aussi venir agir donc, dans cette localité de Balkui. Le conseil que nous donnons à ces enfants, quand je remettais le kit à la fille là, donc je lui donnais des conseils, c'est de pouvoir étudier pour que, en tout cas, les donateurs aussi soient contents des résultats scolaires à la fin donc, de l'année scolaire. Alors, nous avons identifié des associations comme Dorcas que nous allons appuyer dans leur action. Voilà, comme nous comptons aussi agir dans plusieurs domaines, notamment la sécurité alimentaire, la construction d'infrastructures sociales, aussi le renforcement des capacités. Nous allons appuyer bon nombre d'associations
Il travaille aussi dans le même sens que l'ONG United Mission. Comme Wendia Madipama ou encore Evelyne Tapsoba, toutes élèves, les visages rayonnent car c'est un lourd fardeau que vient leur ôter l'association d'Orkassa. C'est une association qui regroupe des femmes surtout pour l'épanouissement des familles. Elle se retrouve une fois dans la semaine, collecte les contributions de chacune des membres à 12 mois durant. Au bout de ces mois, un total de la cotisation de chacune lui est rendu pour usage personnel. Une association qui mène plusieurs activités pour l'épanouissement des familles dans la localité de Balkui. L'actualité hors de chez nous, froide et bâclée, c'est ainsi que décrit nos confrères de Euronews la passation de pouvoir au ministère français de l'Intérieur qui a eu lieu hier mercredi. Poignée de main froide, mine grave, la passation de pouvoir n'avait rien de chaleureux ce mercredi matin au ministère français de l'Intérieur. Le Premier ministre, Édouard Philippe, prenait les rênes de la place Beauvau par intérim après la démission finalement acceptée du numéro 2 du gouvernement Gérard Collomb. Pour minimiser le malaise, quelques déclarations sobres. Vous avez dit, Monsieur le ministre, que vous aviez aimé travailler au ministère de l'Intérieur. Eh bien, je vous dis, Monsieur le ministre, que j'ai pour ma part aimé travailler avec vous. Et l'assurance par Gérard Collomb d'une continuité quand l'opposition dénonce une crise de l'État. Et on l'a vu encore ce matin, le ministre allait démissionner. Cela n'a pas empêché les policiers d'arrêter Redouane Faïd. Et donc voilà, c'est la continuité de l'action de l'État. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur. Après 17 mois à la tête du ministère, Gérard Collomb redeviendra sous 15 jours maire de Lyon, comme il l'a souhaité. Rien n'a filtré sur son successeur, place Beauvau, qui pourrait être un proche d'Emmanuel Macron. Toujours sur le continent européen, l'état de droit en Roumanie a été évoqué au cours d'une plénière parlementaire de l'Union européenne. Suivez l'élément. Après la Pologne et la Hongrie, l'Union européenne s'intéresse de près à la situation de l'état de droit en Roumanie. Lors d'un débat en plénière, le Parlement a appelé la première ministre roumaine à la tribune à respecter l'indépendance de la justice et à ne pas affaiblir la lutte contre la corruption. Écoutez Ska Keller. Votre gouvernement permet à des fonctionnaires d'abuser légalement de leur pouvoir. Votre gouvernement permet à des criminels condamnés de repartir avec l'argent volé sans même le confisquer. Vous légalisez de facto la corruption avec cette réforme. Mais la corruption entraînera une perte de confiance des gens vis-à-vis de l'État et de la démocratie. Parmi les mesures controversées, le limogeage de la courageuse procureure chargée de la lutte contre la corruption, Laura Codruta-Kövesi. La première ministre roumaine nie pourtant toute interférence politique. Les nouvelles lois sur la justice redonnent son indépendance à la justice. Aucun homme politique ne prendra de décision au sujet de la nomination ou de la révocation des juges. L'indépendance est totale, elle n'est pas du tout restreinte. Le vice-président de la Commission a réclamé une enquête sur les violences de la police lors des manifestations de cet été et a mis en garde les autorités roumaines. Si la Commission doit être brutale dans son évaluation, elle le sera. Si elle doit utiliser d'autres instruments à sa disposition, elle les utilisera. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une manière de rappeler notre rôle, de rappeler que la Commission est la gardienne des traités et que nous prenons ce rôle très au sérieux. La pression sur la Roumanie est d'autant plus grande que ce pays assurera la présidence tournante du Conseil de l'UE au 1er janvier 2019, une première depuis son adhésion. Il faut le dire, l'amour du luxe peut conduire à la chute et c'est le cas en Malaisie. L'épouse de l'ancien premier ministre du pays a été inculpée pour blanchiment d'argent. Suivez cet élément. En Malaisie, Rosmah Mansor, l'épouse de l'ancien Premier ministre malaisien, connu pour son amour du luxe, a été inculpée pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un scandale de détournement présumé de milliards de dollars qui a contribué à précipiter la chute de son mari Najib Razak. Elle a plaidé non coupable de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale devant le tribunal qui l'a inculpée. Ainsi prend fin cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur les chaînes de Canal Vimkwera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.